Le luxe, c'est très souvent ça, le meilleur de la terre et puis le meilleur de l'homme. Quand on est leader, c'est plus important de servir les autres que de se servir. Notre capacité, c'est de créer une émotion. Et je recherche plutôt à emparadiser le monde qu'à l'enfériser. Le feedback nous permet d'apprendre, c'est Nelson Mandela qui le dit bien, je ne perds jamais, j'apprends ou je gagne. Chers insiders, pensez-vous que le luxe puisse être durable ? Je suis persuadé que oui, et mon invité aussi. Il met l'humain au centre de ce paradigme et vient nous parler d'économie circulaire. Un épisode qui va vous faire réfléchir et peut-être même changer votre vision du monde. Je suis toujours à la recherche d'invités passionnants. Alors si vous voulez m'aider, partagez cet épisode sur vos réseaux et aidez-moi à rencontrer des personnalités inspirantes. De votre côté, vous cherchez peut-être la perle qui viendra compléter vos équipes. Si c'est le cas, je vous recommande vivement The Vendôme Company. Vendôme, c'est un incubateur de talents spécialisé dans le luxe avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. J'ai d'ailleurs croisé leur chemin à de nombreuses reprises et je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Montblanc, Cartier, Van Cleef & Arpels, des noms qui résonnent en nous et que mon invité connaît bien, car il a été à la tête de ces marques. C'est aujourd'hui un expert du luxe, mais aussi de l'économie circulaire, et je me languis de mieux comprendre sa vision de l'excellence. Bonjour, Stanislas de Kersies. Bonjour Maxime. Stanislas, avant de commencer, je voudrais rendre un bel hommage à Aurore du podcast Luxologie, sans qui cet épisode n'aurait pas été possible et qui nous a mis en relation. Oui, Aurore l'a bien nommé, parce que l'aurore du monde, c'est toujours intéressant d'avoir la vision du monde. Chacun d'entre nous, tous les matins, c'est une nouvelle vie, donc c'est passionnant, les aurores. Tout à fait. Et je renvoie nos auditeurs à ce bel épisode, voilà, qui permettront aussi de mieux te connaître et d'en savoir un petit peu plus sur vraiment la partie luxe, retail, économie circulaire. Et je suis content que tu aies pu accepter mon invitation. On va aussi parler de sujets qui nous passionnent tous les deux et les rallier un petit peu à l'excellence de service et à l'hôtellerie. J'ai mis l'eau à la bouche de tout le monde et j'aimerais que tu puisses commencer cet épisode en te présentant, nous disant un petit peu qui est-ce que tu es. Maxime, je suis un humain, un homme, et je suis fondamentalement entrepreneur et à la recherche d'excellence et de partage. Et je recherche plutôt à emparadiser le monde qu'à l'enfériser. Et donc, j'ai commencé ma vie à Reims pendant 17 ans. Et là, pendant mes week-ends, pour gagner de l'argent teenager, je récoltais des grappes de raisin. Et donc, j'ai compris ce que c'était que le luxe et les champagnes. C'était le meilleur de la terre, très bon grappe de raisin, Oui. et le meilleur de l'homme. Donc, je pensais que le luxe, c'est très souvent ça, le meilleur de la terre. La joaillerie, c'est le meilleur de la terre avec les diamants, les émeraudes, les rubis, les saphirs, et puis le meilleur de l'homme avec les designers, les joailliers, les pierreux, les sertisseurs, les polisseurs, les vendeurs. Voilà, donc je pense que c'est passionnant. Et puis j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, j'ai vu Fujita qui repeint une chapelle en face des caves pauvries. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, je suis inspiré par l'art. Je trouve que l'art, c'est très, très, très inspirant. Oui. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, service militaire dans la marine. Et ensuite, j'ai Procter & Gamble pendant 9 ans, où j'ai beaucoup aimé le marketing, bien comprendre ce que veulent les clients. J'ai bien compris le côté américain de Think Big et Think International. J'ai travaillé des chefs de produits, assistant chef de produit, directeur du marketing en France, en Belgique et en France de nouveau. Et ensuite, je suis passé dans le luxe avec une épreuve personnelle qui m'a vraiment... Je me suis marié, on a eu un premier fils qui s'appelait Alban. Il est mort malheureusement à 8 semaines du mort subite du nourrisson. Et c'était un choc très violent, bien sûr. Et d'un côté, une leçon de vie incroyable, puisque le curé d'Ars, en l'enterrant à Lideré, a vu cette phrase. Alban, c'était son prénom. Il a été aimé
il a réussi sa vie à nous faire de même. J'avais 30 ans, j'étais waouh, réussir sa vie, on peut réussir sa vie sans savoir ni lire, ni écrire, ni copier le marché. Le critère, c'est aimer et être aimé. Et ça a bouleversé ma vie. Du coup, maintenant, je pense que vraiment, c'est ça qui est essentiel. D'abord, on est tous mortels. Il y a un très beau livre qui vient de sortir de Christian Cacré, Vivre en mortel. Il faut le savoir qu'on est mortel. On a entre une seconde à vivre et 110 ans, mais voilà, il faut le savoir. Du coup, on goûte plus la vie. C'est François Mitterrand qui disait « Il est dommage que nos concitoyens, en occultant la mort, se privent d'une source de vie ». Donc, on est beaucoup plus joyeux quand on sait qu'on n'est pas éternel. Hein. C'est vrai. Donc, il faut profiter de chaque jour, chaque minute. Et donc, j'ai compris qu'il fallait respecter, d'abord, accepter les risques. Quand on donne la vie, on peut accepter de donner la mort. Et puis, il y a un côté émotionnel très important dans la vie. Et Procter est plutôt rationnel. Je me suis dit, c'est important d'équilibrer rationnel, émotionnel. Et donc, dans le luxe, il y a beaucoup d'émotions, puisqu'il y a beaucoup de créativité. On est en rapport direct avec les clients, en retail, alors que dans la grande consommation, c'est plutôt du wholesale. Mm-hmm. Et donc, je suis rentré chez Richemont en tant que directeur du marketing de Alfred Denis de Montblanc, ensuite le président de Montblanc France. Période intéressante puisque c'est le moment où on est passé du wholesale à retail. J'ai ouvert la première boutique rue du Faubourg Saint-Honoré. Et puis on est passé du spécialiste du stylo à on a créé des lignes de cuir, de parfums, de montres et de lunettes. Et donc il y avait l'expérience client. Donc c'est toujours intéressant de créer l'expérience client. Ensuite, président de Montblanc aux États-Unis. Et toujours intéressant de vivre à l'international, de comprendre les cultures différentes. Tout à fait. C'est absolument passionnant. Puisque, en plus, il y a un très beau livre que je conseille aussi, Une vie pour se mettre au monde, de Marie de Henzel. Donc, on a une vie pour se mettre au monde. D'abord, Maxime, on n'est pas mis au monde à la maternité ou à 7 ans, l'âge de raison, ou 18 ans, sa majorité. C'est toute sa vie. Jusqu'à son dernière minute, dernière heure, on continue à se mettre au monde. Et en plus, on est mis au monde. On n'est pas mis dans sa ville de naissance, dans son pays de naissance, dans son continent de naissance. On est mis au monde. C'est le monde qui nous invite. Ensuite, directeur vice-président marketing et vente de Alfred Dunhill pour le niveau mondial, basé à Londres, nouveau pays. Là, j'ai compris l'importance de l'Asie, puisque les principaux clients de Alfred Dunhill, c'était les Japonais. Président de Cartier en France. Moi, j'ai important et découvert et apprécié la haute joaillerie et l'expérience client. Président de Cartier aux États-Unis. Et passionnant parce que là aussi, le No Limit, des expériences clients incroyables. On a organisé des expositions dans les musées, les plus beaux musées du monde, et on faisait des expériences clients incroyables. Et ensuite, président CEO de Van Cleef & Arpels au niveau mondial, très intéressant avec les équipes. C'était fascinant, parce qu'on a multiplié les chiffres d'affaires par 10 en 10 ans. Et c'était réveiller une sublime endormie, avec une équipe incroyable, beaucoup d'unité entre l'équipe, beaucoup de créatifs. C'était passionnant. Moi, j'aime beaucoup Van Cleef & Arpels, je les appelle les VCA, les initiales, Very Creative Artists. Ils sont tous artistes et ils sont very creative. Ensuite, président monde de Cartier Worldwide, qui est le flagship de Richemont. Et ensuite, président de Richemont France. Et maintenant, j'accompagne des entrepreneurs, à la fois dans des boards, je suis dans 7 boards, très souvent des boards familiaux, ce sera Barnes International, l'immobilier de luxe, oui. Christian Louboutin, Valérie Messica, le joaillier Messica, la Fondation Rémy Cointreau, un fonds d'investissement qui s'appelle Martel, le service catholique des funérailles et American France de Le Louvre. J'ai créé un family office où, avec mes 3 filles dans les startups, on investit dans les startups de distribution digitale et 20% des investissements sont dans les startups qui aident à trouver des solutions pour le changement climatique. Et j'accompagne bénévolement des entrepreneurs au sein du réseau Entreprend, du réseau Ashoka, entrepreneuriat social, et réseau RES. Wow. Et puis j'aide aussi actuellement à créer une chaire d'économie circulaire à l'ESSEC, puisque c'est essentiel, Maxime. On sort d'une crise qui nous rapproche, qu'elle soit homme, femme, quel que soit notre âge, notre lieu d'habitation. Cette crise Covid nous rapproche puisqu'on se dit « Ah, nous sommes tous humains, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une crise comme le Covid ?» Parce que les crises économiques, on en connaît, tous les 10 ans, on l'a vécu. Mais une crise comme ça, c'est tous les siècles, on n'était pas là en 1920. Et on se dit « Ah, il faut que je fasse quelque chose, des gestes barrières, des masques, un vaccin, télétravail. » Très bien, mais c'est un entraînement puisque maintenant, Maxime, il y a le changement climatique. Et là, il n'y a pas de vaccin, et c'est plus compliqué, puisque le risque, c'est d'avoir Miami sous l'eau, Dubaï sous l'eau, New York sous l'eau, au revoir le Vietnam, au revoir la Hollande, au revoir le Bangladesh avec 100 millions d'habitants. Et chacun d'entre nous, on doit faire quelque chose cette fois-ci, puisque chacun d'entre nous, pour l'instant, contribue à 12 tonnes de carbone par an. Il faut qu'on passe de 12 tonnes à 2 tonnes. Oui. Donc, ce n'est pas marginal. C'est pas moins 10% divisé par 2, c'est disruptif divisé par 6. Et qu'on se donne une idée, 2 tonnes, je crois, c'est même pas un aller-retour France-Tokyo. Ouais. Et donc, c'est passionnant parce qu'on a un challenge global, on est tous concernés, et à la fois, on n'a jamais eu autant de tech,
chance pour nous. Et jamais autant de moyens financiers, chance pour nous. Et jamais autant d'esprit entrepreneurial, chance pour nous. Mais à chacun d'entre nous, et c'est d'autant plus important que tous les clients vont voir les marques, les maisons, les hôtels, en disant qu'est-ce que tu fais pour la planète? Oui. S'il n'y a rien pour la planète, je vais chez le voisin. Tous les salariés, les membres des équipes, on est un peu dans une guerre des talents, vont dire mais qu'est-ce que tu fais pour la planète? Si tu fais rien pour la planète, moi je vais dans une autre maison, une autre marque, un autre hôtel qui fait mieux. Et puis tous les investisseurs ont les mêmes questions. Qu'est-ce que tu fais pour la planète? Tous les gouvernements, tous les suppliers, tous les distributeurs. Donc c'est un challenge collectif et c'est passionnant parce qu'il faut réinventer le monde et on le fait ensemble et c'est absolument passionnant. Ouais. Et c'était quoi, toi, le fil conducteur de ta carrière et comment, justement, tu en arrives à cette réflexion? Comment est-ce que tu as pris un peu ce virage écologique? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà là? Est-ce qu'en fait, avec l'actualité et les informations arrivant, tu as finalement pris le tournant? Voilà, comment est-ce que ça s'est implémenté? Puisqu'en fait, toutes ces marques de luxe dont tu parles, il y a encore 10 ou 15 ans, on parlait, à ma connaissance, très peu d'écologie, de développement durable. Donc, comment est-ce que toi, qui en plus était à la tête de grands groupes, a eu cette mentalité, cette psychologie de changement? Est-ce que peut-être c'est ton chemin personnel? Voilà, comment est-ce que tu en es arrivé à là où tu en es aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il faut d'abord, dans toutes nos vies, il faut savoir quelles sont nos valeurs. Je pense que chacun d'entre nous, pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre vie de duo, d'amoureux, et puis notre vie d'entrepreneur, de dirigeant, de salarié, il faut vérifier à chaque fois quelles sont nos valeurs. Quelles sont les valeurs de ma vie de couple, de ma vie d'entrepreneur, de ma vie de salarié? Quelles sont les valeurs? Quelle est ma mission et quelle est ma vision? Donc, c'est toujours important de savoir sur quelle route on veut avoir et de le refaire régulièrement. Ouais. Et donc, moi, mes valeurs, c'est à la fois l'entrepreneuriat. Je pense qu'on est là pour créer, pour entreprendre, pour s'engager. Je trouve que c'est fascinant parce que quand on s'engage, plus le monde nous donne du feedback. Oui. Et plus on entreprend, plus le monde a du feedback. Et avec le feedback, on fait des progrès, on apprend. Chacun d'entre nous, on est tombé par exemple 2000 fois avant de savoir marcher. Mais 2000 fois, mais chaque fois qu'on est tombé, d'abord ça prouve que la crise, les chutes font partie de la vie, mais le rebond est notre ADN humain, parce qu'on n'arrête pas de rebondir. Le monde a rebondi à travers toutes les catastrophes du monde, toutes les guerres du monde, toutes les crises, on rebondit sans cesse. Et on rebondit et on apprend. C'est ça qui est fascinant. Le feedback nous permet d'apprendre. C'est Nelson Mandela qui le dit bien. Je ne perds jamais. J'apprends ou je gagne. Quand je chute, quand je fais une erreur, quand je me trompe, j'apprends. Alors, ce qui est important, c'est de bien le lire. C'est pour ça qu'il faut, moi je crois beaucoup à la relecture. Donc, c'est-à-dire relire. Moi, tous les matins, je passe 5-10 minutes à relire ma veille. Et puis, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, je prends un temps de retraite, de recul pour dire qu'est-ce que j'ai appris. Et dans l'entreprise, je fais ça aussi avec les comités d'élection des COMEX. Quel est notre apprentissage? Quelles sont les réussites de cet événement, de cette semaine, ce mois, cette année? Quels sont les échecs? Quelles sont les suggestions? Et à chaque fois, quand on voit les réussites, les échecs, les suggestions, on essaie de trouver des leçons et on met ça en process, en stratégie pour être sûr de répliquer le plus en plus de succès, d'éviter le plus en plus d'échecs. Et on met en place, dans l'armée, on fait ça aussi après chaque événement. On a ce qu'on appelle le RETEX, retour d'expérience. Donc, on analyse pour être sûr qu'après, on puisse diffuser. Puisque les équipes sont très souvent mondiales, il faut diffuser. Quand on a trouvé quelque chose, on dit c'est une nouvelle guideline, c'est un nouveau processus, et on apprend à chaque fois. Parce que l'idée, c'est de dire, c'est de sans cesse s'améliorer. It's a never-ending process, on s'améliore sans cesse. Le monde s'améliore. On peut dire que la nature s'améliore. Regardez les arbres, très souvent, ils deviennent de plus en plus beaux, de plus en plus grands, un jardin de plus en plus beau. Mais chacun de nous, c'est notre mission. Ce que j'adore, c'est qu'actuellement, la tech nous permet, nous rappelle. Que ce soit notre ordinateur, notre téléphone, notre voiture électrique, elle nous dit nouvelle version. Et donc, le soir, tu branches, il y a une nouvelle version qui s'installe améliorée. Très bien, mais si la tech le fait, on doit chacun d'entre nous le faire. C'est-à-dire que d'année en année, on doit s'améliorer. Nous, personnellement, notre duo amoureux doit s'améliorer, notre famille doit s'améliorer, notre entreprise doit s'améliorer, notre vie collective. Et sans cesse, on a cette chance de s'améliorer pourvu qu'on fasse de la relecture. Donc, pour moi, les valeurs, c'est l'excellence, et on a une chance de s'améliorer sans cesse. 2, c'est le partage. L'important, c'est de partager. On ne vit pas heureux dans un ghetto ou dans un silo. On vit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des ponts. Donc, l'idée, c'est de faire des ponts plus que des murs. Et c'est-à-dire que c'est Coluche qui disait cette belle histoire. Sur notre chemin de vie, on va rencontrer des pierres. C'est à nous de faire des murs ou des ponts. Moi, je crois plus aux ponts.
C'est-à-dire à la relation intergénérationnelle, relation internationale, relation interproduit, intercatégorie. Et donc, le partage, c'est essentiel. Et pour ça, quand on est leader, c'est plus important de servir les autres que de se servir. Servir les clients, servir les équipes, servir les actionnaires, servir. Se servir, bon, c'est un peu comme Donald Trump que j'ai rencontré quand j'étais président du quartier aux États-Unis, on a travaillé un peu ensemble. Bon, son credo, lui, c'est trois choses m'intéressent, me, I and myself. Bon, je trouve que c'est un peu décevant, c'est pas inspirant, c'est pas inspiré, ça n'apporte pas du bonheur au monde, ni même à la personne qui est complètement centrée sur son ego. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir cette vision d'excellence, de partage et d'en paradiser. L'idée, c'est d'améliorer, d'en paradiser le monde. C'est-à-dire comment on rend le monde plus paradisiaque. Le choix, c'est de l'enfériser. Moi, je trouve que on n'est pas moins heureux, on n'est pas heureux. Et l'emparadiser, c'est extraordinaire parce qu'il faut faire de l'émotion, de l'expérience client. C'est là où je trouve que l'hôtellerie est un métier fascinant parce que là, il n'y a pas un produit qu'on achète, hein, c'est une expérience client. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire pour surprendre, emparadiser, pour que la personne dise c'est un souvenir incroyable. Et on crée une émotion. Notre capacité, c'est de créer une émotion. Et pour cela, ce que je trouve aussi fascinant, c'est qu'il faut être collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas seul. On n'est pas un artiste seul. C'est une équipe. Dans un hôtel, il faut que ce soit le concierge, le voiturier, la réception, dans la cuisine, les femmes de service. Il faut que chacun d'entre nous, chacun d'entre eux a une possibilité, et c'est une expérience collective. Dans la joaillerie, c'est le même cas. La joaillerie, il faut à la fois des très bons designers et créateurs, puis après, il faut des pierreux pour trouver des pierres, des sertisseurs, des joailliers, des sertisseurs, des polisseurs, des vendeurs, de la réparation. Donc, c'est du collectif. C'est un peu comme un orchestre. Donc, on est tous au monde collectivement. On est 7,8 milliards sur Terre, hein, et 100 milliards au ciel. Et donc, c'est collectivement qu'on peut emparadiser le monde. Et donc, c'est ce qu'on appelle la fraternité, hein. Le pape a raison, fratelli tutti. C'est ensemble qu'on fait une belle expérience, parce qu'autrement, s'il y a une fausse note, l'expérience n'est pas complètement. Elle n'est pas optimale. Ouais. Elle est décevante. Waouh, je suis impressionné de tous les liens entre tes valeurs, ta vie, ton fonctionnement. Il y a après une question subsidiaire qui me vient. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris la direction d'un hôtel ou d'une chaîne hôtelière? Je te verrais beaucoup travailler dans l'hôtellerie de luxe avec tous ces parallèles que tu fais. C'est un milieu que tu connais bien, ou peut-être que tu vas me révéler que c'est un projet qui est en cours. Non, j'adore l'hôtellerie parce que d'abord, je pense que moi j'ai un fils qui a fait l'EHL et j'ai adoré ça. Et puis j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie dans les hôtels à travers le monde quand pendant 10 ans j'ai présidé ces maisons de luxe à travers le monde. Donc c'était un voyage. Et on était très associés parce qu'on invitait nos clients dans les hôtels pour les rencontrer. On faisait des expériences de haute joaillerie, donc on invitait les clients. On s'est toujours dit qu'il faut créer des expériences clients. Donc, on a commencé à créer des événements clients, c'est-à-dire qu'on invitait nos meilleurs clients du monde en disant vous pouvez visiter la haute joaillerie dans les boutiques, mais en plus, on vous donne quelque chose de plus. Une expérience client, on va vous donner l'émotion de voir une nouvelle collection de joaillerie pour la première fois. La première fois. Et donc, c'est une émotion. Et en plus, comme c'est des pièces uniques, soit vous l'achetez, vous l'aurez, ou soit vous ne l'achetez pas, mais quelqu'un d'autre l'aura. Mais pour ça, on s'est dit, il faut leur donner il faut les inviter. C'est toujours des entrepreneurs très, très surchargés de travail, très occupés. Il faut les inviter dans des endroits incroyables. Donc, on les invitait pour leur créer dans des super hôtels. On leur offrait le voyage en première classe, des limousines, et puis des surprises. Je me souviens par exemple d'une cliente américaine. Elle adorait la musique, on le savait. Et donc, on l'invite à Paris, on l'invite au Ritz. Et quand on sort du Ritz, on prévoit un petit orchestre de 7 musiciens qui étaient sur l'escalier pour l'accueillir. Et donc, c'est une émotion. Et donc, l'idée, c'est une émotion. Alors, on a fait de temps en temps des dîners avec Alain Ducasse au Jules Verne. Et il était là, il faisait des éléments incroyables. On a fait aussi un événement avec une cliente américaine, une milliardaire. Et pour lui faire une surprise, aussi une émotion, on l'invite pour un anniversaire, un de ses grands anniversaires, on l'invite à Paris. Elle vient avec son avion privé. On sait qu'elle adore le caviar. On l'invite chez Alain Ducasse, chez Yannick Aleno, à l'époque, qui était au Meurice. Et il lui prépare un dîner de caviar au Meurice. Il est là. Et puis après, donc elle était étonnée, elle était heureuse. Donc et puis après, on l'a emmenée. On lui a dit allons nous promener dans le parc des Tuileries. Elle était jardin des Tuileries était un peu étonnée parce qu'une américaine, elle
préfère la limousine que le marché. Et Mm. puis, en arrivant devant la pyramide du Louvre, le musée du Louvre, la porte s'ouvre, on lui dit, voilà, visite privée, c'est votre cadeau, une visite privée du Louvre. Elle était Dingue. Oh, c'est une milliardaire, elle a tous les moyens, mais si elle ne peut pas se le payer, elle avait une visite privée du Louvre. On bien lui sûr. offre le lendemain un livre avec toutes ces photos d'elle devant la Joconde et découvrant le Louvre. Voilà, et je trouve que c'est extraordinaire. Donc, on voit bien, parce que de plus en plus, des groupes de luxe s'intéressent à l'hôtellerie. On a bien vu le groupe Richemont, le groupe pardon, LVMH qui a racheté Belmont, Ouais. et puis et qui a les hôtels Cheval Blanc, Cheval Blanc, Bulgarie et puis maintenant. même le Bulgari, la joaillerie qui est chez LVMH, a créé des hôtels Bulgari. Pourquoi? Parce que l'expérience client hôtellerie peut apprendre beaucoup, beaucoup au luxe. Et par exemple, il y a une start-up, Octave, qui a été créée par Frédéric Schreve, c'est un ancien de l'EHL, et comme j'ai connu quand il était chez Alfred Henning, chez Montblanc. Et lui, il crée, à partir de cette connaissance du monde de l'hôtellerie, il crée des formations pour accélérer l'engagement des salariés, des membres de l'équipe retail à travers le monde, et accélérer l'engagement des clients. Je trouve que c'est très beau de dire accélérons, amplifions l'engagement à la fois des équipes et à la fois des clients. Et pour ça, on voit bien que c'est des learnings, des apprentissages de l'hôtellerie qu'il donne. Il travaille avec les plus grands groupes de luxe et les plus grandes marques. Et il a créé même des académies internes, des écoles de formation internes pour s'améliorer à l'expérience client. Il le fait avec Ferrari et avec Nespresso et avec L'Oréal. Et c'est très intéressant d'avoir et de se dire c'est une académie interne, c'est-à-dire que c'est never ending improvement. Je peux m'améliorer d'année en année puisque ce qu'il faut, c'est sans cesse créer une émotion nouvelle. Donc, on ne peut pas servir la même carte au restaurant tout le temps. On ne peut pas avoir le même décor dans l'hôtel. Il faut changer, il faut surprendre. Moi, ce que j'adorais dans les expériences clients avec nous, et des dîners de haute joaillerie avec nos clients, c'est qu'à chaque fois, il y avait des surprises. Tout d'un coup, le client était là, dit Alain Ducasse est là, vous ne m'avez pas prévenu, c'est une surprise. Ah, vous avez un vin incroyable, c'est une surprise. Ah, il y a un chanteur. Ah, il y a une danseuse. Ah, il y a un feu d'artifice. Ah, il y a un magicien. À chaque fois, c'est surprendre. Ça fait partie de l'expérience client de se dire waouh. Et donc, dans l'hôtellerie, c'est ça, se dire comment à chaque fois séduire le client en lui offrant quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et ça demande de la créativité, un esprit d'équipe. Et ce que je trouve fabuleux, c'est dans l'hôtellerie, c'est que l'humain est essentiel dans l'expérience client. Ouais, C'est pas absolument. simplement le décor. C'est pas simplement c'est l'humain. Il vous reconnaît, il vous accueille, il vous sourit, il vous aide. Et donc, il y a vraiment c'est les femmes et les hommes du monde de l'hôtellerie qui sont essentiels dans cette expérience client. Oui, tu as complètement raison. J'aime beaucoup dans tout ce que tu dis sur la réflexion. Il y a deux notions qui moi, enfin, que j'entends en filigrane. Il y a cette notion de mouvement, tout le temps se réinventer, et un petit peu, si ça devait faire le lien avec la suite, un peu de recyclage aussi. On doit toujours recycler sa réflexion, recycler avec ce qu'on a, réussir à se réinventer. Et ouais, c'est un process intellectuel qui à la fois est épuisant et qui en même temps est tellement stimulant. Oui, parce qu'en fait, il faut réincarner sans cesse. Il faut réincarner, par exemple, en 2021 ou 2022 ou 2023, il faut réincarner des valeurs de maisons de luxe qui ont été créées en 1906 ou 1885, ou pour Vacheron Constantin en 1755, ou de l'hôtellerie, des hôtels qui ont plusieurs décennies ou plusieurs. Mais à chaque fois, c'est intéressant de recréer, euh, recréer des émotions. Par exemple, Mhm. l'hôtellerie, moi j'aime beaucoup ce que fait Adrien Blehagen du groupe Touriste, qui a un autre qui a l'hôtellerie dans la peau. Hein. Il a déjà 4 hôtels en France et un à Londres. Bon, et quand il crée l'hôtellerie, il a vraiment cette idée de créer quelque chose de surprenant. Là, par exemple, dans l'hôtel de gare, il a fait appel à un nouveau designer, Luc Edward, un Anglais, qui a fait quelque chose de très original. Et donc, ça crée une émotion. Et donc, je trouve ça intéressant de créer l'émotion. J'avais été aussi très intéressé par ce que fait un autre hôtel qui est à Ars-en-Ré, le Sénéchal, fait par les Ducharme, parce que là, ils ont cette idée d'avoir un hôtel, 3 étoiles, mais à la fois des maisons.
Ils ont 4 maisons autour, dont une villa avec une piscine. Et donc, les gens peuvent soit aller à l'hôtel, soit dans des maisons qui ont un service hôtelier. Et je trouve que c'est très astucieux parce que ça dépend de tes besoins. De temps en temps, tu viens seul, tu viens en duo, tu viens en famille. Bah, tu passes de l'hôtel à une maison, la villa avec le. Donc, je trouve que c'est intéressant en émotion. Il y a un autre exemple que je trouve très intéressant. Il y a un groupe hôtelier que j'aime beaucoup qui s'appelle 2L Collection, du groupe Caravelle, et qui a très beau château. Il y a le château de Fontcolombe près d'Aix, le château d'Audrieux en Normandie, près des Bages du Débarquement, et le 5 Côté à Paris, et des très beaux projets à Saint-Gervais et Versailles. Et j'ai beaucoup aimé, c'est l'expérience client. Moi, je suis allé là-bas pour fêter un an après le mariage de mon fils, pour refêter cet événement. Et je leur ai dit, ce qui me plairait comme émotion, c'est de planter un arbre. Ils ont dit tout à fait quel genre d'arbre vous voulez planter, un chêne, parce que mon nom Kerkous veut dire Kersis, Kerkous, ça veut dire le chêne. Et donc mon fils et sa femme ont planté tous les deux un arbre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord, ça va décarboner le monde. Et puis c'est un arbre qui va durer, un chêne, ça peut durer 200 ans. Donc ils vont pouvoir revenir dans l'hôtel, il y aura de l'émotion, et cet arbre qui grandit va être à l'image de l'arbre qui grandit. Et je trouve que les hôtels pourraient faire ça, de dire, écoutez, clients, plantez des arbres, plantez des légumes dans le potager, planter des fleurs, parce que c'est intéressant comme expérience. Et puis revenez chaque année. Parce que l'idée, moi, je prendre soin de vos légumes que vous avez poussés ou les récolter. Voilà, exactement. Et je pose très intéressant dans le luxe et l'hôtellerie, c'est la même chose. L'idée, c'est de passer de la transaction à la relation, à la transmission. C'est-à-dire que je veux vous revoir. C'est pas one shot. C'est revenez. Il y a une fidélisation parce que vous avez mon produit, vous avez aimé ma marque. Et donc, je me souviens toujours chez Van Cleef Arpels, on a fait un dîner de haute joaillerie et une des clientes, c'était chez Alain Ducasse ou Jules Verne. 25 ans se lève à la fin du repas en disant I would like to raise my glass of champagne for Van Cleef Arpels. I'm the third generation buyer. 3e génération, mais c'est le rêve. Donc, il y a le bouche à oreille. Si la personne est séduite par l'hôtel, elle va revenir. Il y a des anniversaires chaque année, il y a Noël chaque année, donc elle peut revenir. Mais l'idée, c'est de fidéliser et puis après de transmettre, puisque il y a de l'intergénérationnel, on peut transmettre ça. C'est ça qui est absolument fascinant. Complètement. Donc, tu disais transaction et relation. Ça fait un mot valise, mais qui existe un peu déjà en anglais. Ça ferait translation ou translation, si on les mixait. Oui, mais c'est très important de dire à chaque fois, je veux vous revoir. Et là, le digital va aider, parce que j'ai votre nom, j'ai votre adresse, j'ai votre date d'anniversaire, je peux vous dire bonne année, je peux prendre des photos, je peux vous avoir une photo de votre séjour. Mais l'idée, c'est que vous reveniez. C'est pas simplement, c'est pas fast relationship, next, au prochain, au prochain. Non, non. Complètement. J'allais te demander tout à l'heure ton meilleur souvenir d'expérience en tant que client, mais avec ce que tu viens de me raconter de l'arbre planté, je pense que celle-ci, elle doit se mettre tout en haut. Elle est tout en haut parce mais d'un côté, j'ai beaucoup aimé aussi à Hong Kong, dans les grands hôtels à Hong Kong. Ce que je trouvais fascinant, c'est que quand je sortais de la limousine qui venait de la porte, ils me reconnaissaient. Bonjour, monsieur Le Kersis, welcome. Et donc, ils allaient dans ma chambre. C'est dans la chambre qui prenait tous les procédures pour entrer plutôt que de faire sur le comptoir. J'ai trouvé ça, reconnaître et d'être accueilli à l'extérieur de l'hôtel, alors que voilà, je trouvais ça une reconnaissance et voilà, c'est très agréable. Nous, on appelait ça le curbside check-in. C'est vraiment, on coupait le desk pour aller directement dans les étages et dans la chambre. C'est vrai que c'est une expérience très particulière. On a vraiment l'impression que on est complètement attendu et que généralement, il y a une coupe de champagne qui nous attend bien fraîche dans la chambre pendant qu'on fait le check-in. C'est une expérience en soi, complètement. Waouh, on a bien parlé d'expérience. Tout ce que tu nous dis là, on comprend très très bien ta vision de l'excellence de service. Tout à l'heure également, donc tu parlais de développement durable et tu sais que je voulais faire aussi un focus là-dessus. Moi, je me demande toujours, évidemment, j'ai une partie de moi qui pense avoir la réponse, mais on va dire que parfois, quand je vois certaines actualités, je la remets en doute. Je me demande s'il est vraiment possible de combiner luxe et développement durable, et si c'est possible, comment le faire? C'est absolument essentiel. Hein. C'est essentiel puisque, en fait, le luxe, c'est un moyen d'exprimer ton amour et ton amitié. C'est pour ça que c'est éternel, le luxe, parce que tant qu'il y a des humains sur Terre, on a toujours envie d'exprimer son amour et son amitié, même l'amour et l'amitié pour toi-même. C'est un bon début. Mais si tu aimes quelqu'un, tu veux vraiment que le monde soit heureux. Tu n'as pas envie de dire je t'aime, mais si
Si ça disparaît dans 15 ans, 20 ans, ce n'est pas mon problème. Si, c'est ton problème. Et dans ce cas-là, l'économie circulaire est clé. Et puis en plus, très souvent, le luxe, si c'est amour et amitié, l'amour et l'amitié, ça se répare. On peut avoir des épreuves. Hein. Moi, j'accompagne des couples avec mon épouse. Je trouve ça fascinant parce que l'amour, Johnny Hallyday dit allumer le feu. Johnny est très sympa, allumer le feu, c'est bien, mais l'entretenir, c'est mieux. C'est comme un jardin. Si tu as un jardin, un balcon, un parc, tu te rends bien compte que plus tu l'entretiens, plus c'est beau. Ça devient un paradis. Si tu ne l'entretiens pas, ça devient un terrain vague ou une jungle. Ton amour, c'est la même chose. Si tu ne fais rien pour l'entretenir, ça va mourir. Et pour l'entretenir, tu as des stages, tu as des séminaires, tu as des applications comme Zenlove, tu as des livres, tu as des choses très, très intéressantes. Donc, mais ça s'entretient. Et par exemple, l'idée, c'est de dire, prends le temps, une soirée par semaine avec ton duo pour échanger, partager, un week-end par mois, une semaine par an. Donc, nourris la communication. Et puis, apprends à résoudre les conflits. Tu auras des conflits, c'est logique. Mais dans un conflit, est-ce que tu es réfléchi? Est-ce que tu es plutôt rhinocéros, tu casses tout? Bon, le conflit est toujours là. Tu es plutôt hérisson, tu disparais, le conflit est toujours là. Tu es plutôt autruche, tu peux pas qu'il y ait un conflit. Donc voilà. Et puis un conflit, chaque fois un conflit résolu, ça nous rassemble. Alors, dans un conflit, tu ne te mets pas l'un en face de l'autre parce que c'est un peu comme dans les tranchées. Tu te mets l'un à côté de l'autre en disant on a un conflit, on le met devant nous, on trouve des solutions, on se fait aider pour trouver des solutions. Et donc, mais donc, pour ça, et donc, moi, j'aime beaucoup cette définition du luxe de Jean-Louis Dumas. Le luxe, c'est ce qui se répare, comme l'amour et l'amitié. Donc, si ça se répare, ça se transmet. Et donc, ça se transmet. Et donc, c'est très important de réparer et de transmettre. Quand on réfléchit un peu, Maxime, le monde lui-même, il est pre-owned, pre-second-hand, pre-loved. On n'est pas. Moi, je préfère pre-loved comme expression que second-hand. Mais en fait, l'occasion est une occasion de ne pas rater. C'est-à-dire que la Terre est là depuis des milliards d'années. Et comme dit Antoine de Saint-Exupéry, tu n'as pas hérité la Terre de tes arrière-grands-parents, tu l'empruntes à tes enfants. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous a fallu des siècles pour comprendre que la Terre était ronde. On croyait qu'elle était plate. Et maintenant, des siècles pour comprendre que l'économie aussi est circulaire. On ne peut pas dire je prends les matières premières, je fabrique, je vends, je jette. Stop, Maxime. Au mois d'août, tu as mangé déjà toutes les ressources de la planète. Donc, il faut changer. Et c'est possible. Parce que quand on réfléchit, la Terre elle-même est circulaire, c'est-à-dire que ça se passe de génération en génération. L'immobilier et l'hôtellerie aussi, très souvent, tu n'es pas le premier dans l'hôtel, tu n'es pas le premier dans ton appartement, dans ta maison, dans ton chalet, dans ton château. Mais simplement, ça se passe de génération en génération. Tu peux dire c'est générique. Oui, mais regarde l'automobile. Toutes les marques automobiles, que ce soit Fiat, Volkswagen, Ferrari, Audi, Metra, Rolls-Royce, Tesla, la marque te dit je te la vends, je m'engage à la réparer à vie et je m'engage dans 6 mois ou 6 ans à te la reprendre d'occasion et puis te faire un crédit d'achat sur une nouvelle. Et donc il y a plein, moi quand j'étais patron de quartier aux États-Unis, je vais voir Tourneau, notre premier distributeur de montres, je vais dire c'est quoi tes best-sellers? Il dit 1, Rolex, 2, pre-owned, 3 Cartier. Waouh, j'ai fait répéter 3 fois. Je dis pre-owned. C'est là où j'ai pris conscience que c'était le cas pour l'immobilier et l'horloge et les voitures, l'automobile. Et donc, j'ai mis en place chez Sinclair Fairpel, c'est un système où on rachète les pièces de joaillerie de nos clients, on les restaure, on les revend. La vendeuse est ravie. Elle dit j'ai un collier, j'ai 2 filles, donc merci. Avec ça, le collier est vendu, je peux acheter 2 bracelets. Ouais. L'acheteur, il est authentifié. Dans le luxe, un des problèmes, c'est les contrefaçons. Il y a jusqu'à 25% de vente des contrefaçons. Et donc là, c'est authentifié. Et la marque crée de la valeur, puisque dans les 2 mêmes produits, un authentifié vaut 30% plus cher que le non authentifié. Et puis, c'est décarboné. Et puis, l'atelier, quand je leur montrais les pièces des années 30, 40, 20, ils sautaient de joie au plafond en disant regarde comment c'est fait, c'est fascinant. Et puis, quelque part, ils se disent oh là là, ce qu'on crée en 2021, il faut qu'en 2091, ce soit super. Et donc maintenant, il y a de plus en plus de maisons de luxe qui le font. Richard Mille a créé une maison, une boutique à Londres où il rachète ses pièces. Audemars Piguet va le faire, Vacheron Constantin le fait dans ses boutiques. Cartier le fait depuis longtemps, ça s'appelle Cartier Tradition. Donc il y a de plus en plus, et je pense que dans un avenir très proche, toutes les maisons, toutes les marques de luxe et les autres vont dire je fabrique, je m'engage à réparer et je m'engage à assurer une seconde vie, une preload vie, puisque ça permet d'avoir du décarboné. Je ne sais pas si tu connais Marie Kondo, l'art de ranger, qui dit si tu veux être nouveau dans la vie, vide ton armoire, vide ton placard, vide ton coffre, vide ton grenier. Et donc voilà, et il y a des applications, il
Il y a Luxury Insight, qui est une application qui est le Bloomberg des luxe et qui donne toutes les datas pour savoir quels sont les prix des second-hand, où sont les vendeurs de second-hand, et how big is the market. Donc voilà, ça aide à faire des stratégies. Il y a Foam, Refland, Place to Swap, qui sont des startups qui permettent d'intégrer le second-hand vintage pre-owned dans les marques de luxe et de mode. Et par exemple, ils font des plateformes, Maxime, si tu veux vendre une Vacheron Constantin ou une Gégère, ben c'est Vacheron Constantin Forever, tu veux vendre, je veux acheter, on ne se connaît pas, on s'inscrit sur la plateforme nous match, on est invité à aller dans la boutique, ils authentifient la Vacheron, ils la réparent si besoin est, et le vendeur est payé en crédit d'achat sur la marque. Donc c'est un win-win-win. Win pour le vendeur qui est ravi de racheter une Vacheron 2021, 2022 en vendant une Vacheron qu'il a reçue de son père, de son grand-père. Et donc c'est une nouvelle expérience client. Moi je suis ravi parce que c'est authentifié et décarboné. Et la marque est ravie parce que c'est trafic client, authentification de création de valeur, bien sûr. Et puis intégration d'un marché qui est dans les mains de Christie's, Sotheby's, Vestiaire Collectif, Collector, et ça aide la planète. Alors maintenant, l'hôtellerie, c'est la même chose. Je pense qu'on a tous, il y a aussi, par exemple, il y a une start-up anglaise qui s'appelle Restory, c'est la réparation. Donc eux, ils disent, quand tu veux réparer quelque chose, tu ne sais pas vraiment où le réparer, c'est un peu le Farfetch de la réparation, ils disent, inscris-toi sur la plateforme et je vais te dire où est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui va réparer ce que tu veux près de chez toi. D'accord. Il y a aussi, tu connais Yuka qui te dit qu'est-ce que tu manges, est-ce que c'est bon ou pas bon pour ta santé. Ben là, il y a Clear Fashion qui fait ça pour la mode en disant est-ce que tu portes, est-ce que c'est positif pour la planète ou pas. Et je pense qu'on a tous actuellement des passes sanitaires pour nous protéger du Covid et bientôt il y aura un pass climatique, c'est-à-dire qu'on aura tous, y compris à mon avis les hôtels, des indicateurs pour dire quel est notre impact sur la planète. Complètement. Comme ça, les clients pourront dire je choisis le produit, le service qui a le meilleur impact sur la planète. Et donc, c'est ça qui est important. Et pour un hôtel, ça veut dire, par exemple, je vous vends des produits qui viennent de mon potager. Moi-même, j'ai planté des choses dans mon jardin, dans mon parc. Donc, vraiment, c'est meilleur pour la santé. Et vous pouvez même le récolter. Et puis, participer à l'expérience avec les cuisiniers de le faire vous-même. Je n'ai pas de plastique, rien de plastique. Et puis, il y a une très bonne idée. Il y a Edith Daubert, qui est une femme fascinante, qui a travaillé chez Cartier, après qui était présidente de Croissance Plus, présidente d'un musée, Jacques Marandré, et qui est maintenant qui est présidente de l'association des amis de Afro-American Friends of Versailles, et qui est maintenant responsable du développement de Adair Entreprises, qui est une maison de vente qui permet à tous les hôtels et aux entreprises aussi de vendre leur mobilier plutôt que de le jeter lorsqu'ils font des travaux. Quand on rénove un hôtel, et on a vu le Ritz qui a vendu, ou les plus grands hôtels le Crillon qui a fait une vente, ils vendent. Et c'est ça l'économie circulaire, c'est-à-dire ne jette pas. Les gens vont être ravis d'avoir un meuble qui était dans ton hôtel, et pour toi, quelque part, tu aides à décarboner le monde, puisque plutôt que de jeter, tu dis, donc c'est très intéressant ce que fait Edith Daubert et Adair Entreprises pour dire, voilà, donc il y a plein de solutions, il faut les inventer, il faut les répandre, et c'est ça qui fait de notre période une période absolument jubilatoire, et en plus c'est ensemble qu'on va trouver, parce que l'économie circulaire, c'est pas un problème des finances, ou de l'architecture, ou du marketing, ou des RH, c'est tous les salariés, tous les membres de l'équipe doivent trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un meilleur impact pour le client? C'est une très belle aventure commune et fraternelle. Je te rejoins complètement sur ce que tu dis et ça me fait du bien de l'entendre. J'ai juste parfois l'impression que tout le monde n'adhère pas à cette mentalité-là, ce process, ou peut-être que tout le monde n'a pas encore pris connaissance. Déjà, est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est une tendance globale ou est-ce que c'est encore très embryonnaire? Et également, comment est-ce que toi, en tant que leader, dans toutes les entreprises dont tu es au board ou celles que tu as dirigées, comment est-ce que justement tu transmets cette vision? Parce qu'on parle quand même d'une modification très lente à mettre en place, ça va prendre des années, voire des décennies. Comment est-ce que toi, tu transmets autour de toi toute cette vision-là? C'est une prise de conscience, parce que je pense que cette prise de conscience, elle s'accélère. C'est de plus en plus, les gens sont au courant des risques mondiaux. Moi, j'ai une application où on voit la surface du globe et on rajoute près de la mer 7 mètres d'eau, on voit les périodes, les endroits qui disparaissent sous la mer. Donc, il y a une prise de conscience de plus en plus forte. Et après, il faut trouver des solutions. Mais de plus en plus, les critères, quand on travaille dans une maison de luxe ou
un hôtel, on veut augmenter la désirabilité, comme dit Bernard Arnault, augmenter les désirabilités. Et on regarde les critères, mais les critères pour la réussite d'une entreprise, ils sont multiples. C'est-à-dire ils sont multiples. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut l'image augmente, la marque est de plus en plus désirable. Il faut que le volume augmente. Il faut que la fidélisation des clients et des membres des équipes augmente. Il faut que le profit augmente. Mais il faut aussi que l'impact sur la planète augmente. Et de plus en plus, il y a maintenant, Kering le fait, mais de plus en plus de gens disent, j'intègre ça dans mes critères d'évaluation de ma performance. Je veux avoir qu'à la fin de l'année, je sois plus désirable, une meilleure vente, meilleur profit, plus de fidélité de mes clients, plus de fidélité de mes salariés et un meilleur impact sur l'environnement. Donc, de plus en plus, ça devient intégré. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est de plus en plus une exigence des clients, de plus en plus une exigence des salariés, de plus en plus une exigence des investisseurs, de plus en plus une exigence des gouvernements, des suppliers, des distributeurs. Donc, de toute façon, alors ça ne fait pas du jour au lendemain, c'est un trend, c'est-à-dire c'est plus qu'hier et moins que demain. Donc, on n'est plus un meilleur impact cette année que l'an dernier, et puis chaque année en année, on s'améliore comme la désirabilité augmente, les ventes augmentent, la fidélisation augmente. Voilà, donc c'est ça qui est absolument fascinant. Oui, c'est complètement passionnant. Écoute, Stanislas, on sent bien que tu jubiles du présent et moi, je suis ravi parce que je partage beaucoup de tes réflexions et en effet, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer demain. Mais si tu devais tourner un peu ton regard vers le passé et peut-être revenir en arrière, est-ce que il y a un moment en particulier de ton passé dans lequel tu aimerais te trouver? Est-ce que tu ferais quelque chose différemment qui pourrait changer ton présent? Non, parce que tu sais, Maxime, je pense que le passé, c'est intéressant pour la relecture. On n'a pas cette capacité de se projeter dans le passé ou dans le futur. Moi, ce qui est important, c'est le présent, effectivement, de jubiler dans le présent et de faire jubiler mes frères et sœurs de l'humanité. Le passé, ça sert c'est l'apprentissage. C'est là ce que j'apprends. Donc, oui, je pense le passé, c'est intéressant pour le lire. Donc, je te dis, moi, je passe tous les matins 5 minutes pour réfléchir sur mes réussites, mes échecs, mes suggestions. Je le fais avec les entreprises. Comment ça? Enfin, tu médites, tu prends du temps, tu écris. C'est quoi ton process? J'écris. J'ai beaucoup de cahiers où j'écris. J'ai dit quelles sont mes réussites, quels sont mes échecs, mes suggestions. Je le fais personnellement tous les matins. Je le fais avec mon duo une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. Et on a même fait des pèlerinages. On était à la Saint-Jacques-de-Compostelle, 1600 km à pied. Ça nous fait 2 mois et demi. On a réfléchi ensemble. C'est fascinant. On a fait un pèlerinage bouddhiste au Japon, de Shikoku, 1200 km, 2 mois. Et là, on a réfléchi. Il faut monter dans 88 montagnes pour prier et découvrir les temples bouddhistes. Donc voilà, la relecture, c'est essentiel. Et j'ai fait des erreurs, hein, mais l'important, c'est que j'apprenne de mes erreurs, j'apprenne de mes chutes. Bien sûr. C'est ça que je trouve intéressant. Et après, le futur, c'est qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes visions, quelle est ma mission et comment je peux partager et avec d'autres de façon intergénérationnelle. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant. Ouais, c'est complètement passionnant comme process. Et tu en as cité plusieurs pendant ces dernières minutes d'échange, mais s'il y avait peut-être un livre que tu recommandes, un petit peu ton livre de chevet, quel serait-il? Écoute, c'est une vie pour se mettre au monde, une vie se mettre au monde de Marie de Henzel, qui dit bien, on a une vie entière, c'est extraordinaire, ça ne se fait pas pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans, c'est toute sa vie. Et en plus, c'est se mettre au monde. Donc, on voit bien que c'est le spectre est génial, le scope est génial. Ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a un livre de Mathieu Dardaillon, Que fais-tu de ta vie? Qui vient de sortir, c'est un manifeste, c'est le fondateur d'une startup qui s'appelle Ticket for Change. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est-à-dire que tu vas travailler 80 000 heures dans ta vie. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu réfléchis? Quel impact tu peux avoir? Quel sens tu vas donner à ta vie? Quel impact tu vas donner à sa vie? Donc ça, c'est passionnant. Il y a un livre aussi de Anne-Cécile Sarfati, Nous réussir ensemble, sur les couples à double carrière. C'est important de comment réussir ensemble dans un couple. Donc ça, c'est intéressant. Vaste sujet également. Oui, et puis un livre de Hubert de Boisredon, L'esprit souple, suis-le, qui est l'itinéraire d'un dirigeant engagé. Parce que je pense que ce qui est important, Maxime, dans la vie, c'est de se préoccuper de nos 4 races. Chacun d'entre nous, humains, on a 4 races. On a un corps. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de notre corps?
le développer, rebondir quand on a des accidents. On a un esprit, qu'est-ce qu'on fait pour le nourrir? On a un cœur, qu'est-ce qu'on fait pour le développer? Et on a une âme de verticalité. Donc, c'est ces 4 aspects. Et pour ça, il y a des livres, il y a des séminaires, il y a plein de choses. Et Bien sûr. on apprend sans cesse. Oui, c'est important de continuer d'ailleurs de se former sans cesse et pas s'imaginer que, voilà, que tout s'arrête et qu'à un moment, on a suffisamment de connaissances. Complètement. Ça fait beaucoup d'enseignements et beaucoup de livres à rajouter à ma liste alors, mais je vais m'empresser de les commander. Est-ce que tu as, soit parmi ces livres ou une autre, même si tu en as déjà cité, justement une citation favorite, une sorte de mantra que tu utilises et que tu réutilises? Oui, pour moi, c'est celle de Nelson Mandela. Oui. Je ne perds jamais, j'apprends et je gagne. Je trouve ça très tellement actuel. C'est très positif. En plus, ça nous permet surtout d'avoir de l'espérance et de l'espoir, de ne pas avoir de désespoir, de dire bah oui, on a toujours des crises, on apprend, on rebondit, Bien sûr. Et donc c'est ça que je trouve intéressant de rebondir ensemble. Et moi, je crois beaucoup à la foi, à l'espérance. Je crois qu'il faut espérer, et je crois beaucoup. Aux États-Unis, j'avais adoré le self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire que si tu vois ce qui est positif, ça va arriver. Si tu vois quelque chose de positif, ça va arriver. Et alors, il paraît que dans la vie, chacun d'entre nous, on a 80 000 pensées par jour. Wow. 80% sont négatives, ce qui nous a permis de nous sauver, parce que quand on sortait notre grotte à l'époque de Cro-Magnon, on était bien un peu alerte avec les lions ou les guépards qui pouvaient nous manger. Mais maintenant, on n'a pas besoin d'être aussi négatif. Alors, très souvent, la presse sait qu'on a un prisme négatif et dans ce que nous met en évidence ce qui ne marche pas, plutôt que de parler des solutions. Moi, je trouve que c'est intéressant, c'est de se focaliser sur les solutions. Qu'est-ce qui marche? Et dès qu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Et donc, il faut aller chercher, les partager, surtout que dans le monde, ce que j'aime beaucoup dans le luxe, ce n'est pas un monde de concurrence, c'est un mode de co-conquête. C'est la co-conquête du monde. L'hôtellerie, c'est ça aussi, c'est la co-conquête, c'est pour apprendre aux gens, et c'est ça qui est plus intéressant, c'est de développer tous ensemble plutôt que de se battre en concurrence. Oui, absolument. Stanislas, tu nous as partagé beaucoup de choses, mais est-ce que tu recommanderais quelqu'un que tu aimerais maintenant voir invité sur Hospitality Insiders après toi? Oui, Valérie Vrina, qui vient de sortir un livre très intéressant sur le service dans les restaurants et dans l'hôtellerie, c'est-à-dire comment servir, c'est une valorisation de ces métiers du service. Et je trouve ça fabuleux de dire servir dans un restaurant, servir dans un hôtel, servir, c'est un métier noble, c'est un métier beau, et ça le valorise. Et je trouve qu'elle vient de sortir ce livre qui est passionnant. Super. Je suis sûr qu'on aura beaucoup de choses à se dire, elle et moi, alors c'est. Oui, parce que c'est passionnant. Est-ce que pour quelqu'un qui souhaiterait continuer cette conversation avec toi, quel est le meilleur moyen pour te contacter? Bah, écoute, ça peut être LinkedIn, Oui. que je trouve très, très pratique. LinkedIn, ou alors Instagram. Je crois beaucoup aussi à l'image. Et j'ai un compte Instagram qui s'appelle Chemin des Étoiles 2021. Oui. Chemin des Étoiles en souvenir du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était le début de mon Instagram. Un compte très, très visuel, d'ailleurs, enfin très, très agréable à regarder en tout cas. Stanislas, si tu avais, enfin c'est plutôt, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as un message à faire passer aux insiders, donc qui sont les auditeurs de notre podcast? Jubiler, crier de joie, jubiler parce qu'on n'a qu'une vie. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour jubiler, faire jubiler les autres, partager, aider les gens qui ont une fragilité ou un handicap et rebondir, mais profiter de la vie. Elle est courte, hein, et on n'en a qu'une. Hein. Donc on n'est pas, c'est pas une répétition, c'est live. Et je crois qu'il faut jubiler et le faire en fraternité. On est mieux en étant en fraternité, en famille, en amis, qu'en solo. Et je pense que, et en plus, quoi qu'il arrive, on peut apprendre les uns les autres. On est tous soit mentors, soit mentis. On nous a tous appris à marcher, on apprend à marcher à d'autres, on nous a donné la vie, on donne la vie à d'autres. Donc c'est ça qui est très intéressant. Cette fraternité nous fait rebondir, nous fait jubiler, hein, parce que c'est ça, hein. Vivre, c'est jubiler, rebondir, se réparer, réparer les autres. Et c'est un chemin de vie où il y a tellement de beauté dans le monde. What a beautiful world. Hein. Donc, comme je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ce moment jubilatoire, cher Stanislas, et merci d'être venu faire un tour sur
Hospitality Insiders. Je te dis excellente continuation dans ces milliers de projets sur lesquels tu es et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Et puis Maxime Blo, tu as tes initiales MB, c'est merveilleuse beauté, donc tu es déjà au service des beautés du monde. Donc, bien parti. Merci, à bientôt Stanislas. À bientôt. Chers insiders, qu'avez-vous pensé de cet épisode avec Stanislas ? Moi, il me conforte dans ma conviction que le luxe est parfaitement compatible avec le développement durable. Si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité, rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser une note ainsi qu'un commentaire. C'est le meilleur moyen de me faire connaître et de faire grandir notre communauté d'insiders. Et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités, rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.